Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu as passé le week-end? Un week-end tranquille. En famille? En famille en partie. Et puis Tu as suivi la finale de la Coupe d'Afrique? Évidemment, on ne peut pas... Tu supportais le Nigeria? Non, je ne supportais ni le Nigeria ni la Côte d'Ivoire. Non, mais tu avais un penchant quand même, Jean-Paul. Tu ne peux pas regarder un match. Même l'arbitre a un penchant. Non, jamais. Si. L'arbitre est neutre. Tu as vu comment il a arbitré la première partie du match? L'arbitre est neutre. Non. Il est neutre. Un être humain ne peut pas être neutre. Il est neutre. Il y a toujours un petit penchant. Non, ça c'est ce que l'on croit. Ah bon? Souvent, oui, souvent on est neutre. Donc tu as suivi la finale là, tu étais neutre de chez neutre. Oui. De la maison neutre. Oui. De Moi, ce l'usine que je neutre. voulais, c'était un bon football. Maintenant, ce que l'on peut, ce que moi j'ai pu constater, c'est une fois de plus la capacité de résilience des Ivoiriens. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne se laissent jamais abattre. Tu sais, j'ai suivi le match au quartier dans un bar, là où on se retrouve souvent. Et puis, il y a mon voisin qui était à côté de moi. Enfin, c'est mon voisin de table. Hein. Quand le Nigeria a marqué, il a dit, oh là là. Lui supportait le Nigeria. Il a dit, oh là là. Je lui ai dit, mais tu n'es pas content? Il dit non. Parce que là où les Ivoiriens ont encaissé, là, c'est sûr qu'ils vont se réveiller. Et ça peut se retourner contre nous. Bon. Après, je me suis dit, c'est effectivement, face au Sénégal, le Sénégal avait ouvert le score, ils étaient passés. Face au Mali, le Mali avait ouvert le score, ils étaient passés. Donc, je me suis dit que, ouais, peut-être. Et c'est ce qui s'est passé ensuite à la seconde mi-temps. Ils ont mis 2 buts. Donc, c'est vraiment une équipe, je pense qu'eux, ils agissent à l'électrochoc, quoi. Oui, ils réagissent. Plus vous les piquez, plus ils ont de l'énergie. Un parcours atypique, hein? Voilà, oui, c'est un parcours totalement atypique. Moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était, comme on l'avait dit, il y avait le Portugal en 2002, lorsqu'ils organisaient leur Euro. Malheureusement, ils avaient perdu en finale. Ils avaient perdu le match. Le premier match, ils avaient fait un nul. Ils avaient perdu le match d'ouverture. Ils avaient fait un nul pour le deuxième. Et puis, ils avaient péniblement obtenu une victoire lors du troisième. Et puis, à partir de là, ils étaient arrivés jusqu'en finale. Malheureusement, ils avaient été battus par la Grèce parce qu'ils avaient joué en match d'ouverture contre la Grèce. La Grèce les avait battus et ils avaient retrouvé la Grèce en finale. La Grèce les avait encore battus. Bon, c'est à peu près le même parcours. Mais je pense aussi que les Nigériens ont péché parce qu'ils se sont dit que la Côte d'Ivoire qui croise en finale, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils avaient battue au premier tour 1-0. Il ne faut pas l'oublier que le deuxième match de poule de la Côte d'Ivoire, c'était face au Nigeria. Ils avaient perdu 1-0. Mais ils avaient oublié que c'était certes les mêmes joueurs, mais ce n'était plus la même mentalité. C'était des joueurs qui étaient beaucoup plus résilients, beaucoup plus combatifs, qui étaient vraiment, qui se disaient qu'ils jouaient ce match comme ils avaient joué les matchs précédents, c'est-à-dire qu'en se disant qu'ils n'ont rien à perdre, au contraire. Et donc, ça a prouvé que vraiment, c'est cette qualité-là, c'est vraiment l'envie. C'est ce qu'ils ont mis en avant. Ils ont démontré qu'aujourd'hui, dans le football moderne, ce n'est pas la meilleure équipe technique ou tactique qui l'emporte. C'est aussi, il y a un facteur qui est important, c'est le facteur psychologique. Voilà. Le Super Bowl, Jean-Paul, 6 millions de dollars, les 30 secondes, le spot publicitaire. Ah oui, c'est 3 milliards, non? Oui, c'est les spots les plus chers. C'est les spots les plus chers au monde. Mais tu sais, pour les locaux, c'est que les annonceurs se bousculent. 6 millions de dollars. Voilà, les annonceurs... Ça fait près de 4 milliards de francs Voilà, CFA. exactement. 30 secondes de spot. Et les annonceurs se bousculaient pour aller payer ces 6 millions de dollars-là. Parce qu'il faut savoir que pour le Super Bowl, au-delà pour la publicité, pour les annonceurs, au-delà du fait de vendre des biens et des services, par le biais de la publicité qu'ils viennent présenter au public, c'est surtout aussi un gage de bonne santé. C'est-à-dire qu'ils montrent à leurs clients que s'ils peuvent dépenser 6 millions de dollars pour un spot de 30 secondes, ça veut dire qu'ils ont les reins solides. Financièrement, ils sont bien installés. C'est une entreprise crédible. C'est une entreprise crédible. Et donc, c'est un message fort qu'ils envoient à leurs clients et qu'ils envoient aussi à d'autres clients potentiels pour leur dire « Venez nous rejoindre parce que nous allons vous garantir une qualité de service parce que nous avons à la fois les compétences et nous avons les ressources financières, humaines et autres. » Donc, en fait, pour certaines entreprises, faire la publicité, c'est
pas forcément pour vendre le produit. Non, c'est pas forcément pour vendre le produit. C'est juste pour... c'est une opération de relations publiques, en fait. Ils veulent montrer aux Américains qu'eux, ils sont solides et qu'ils sont bien installés, quoi. Et donc, leurs clients, leurs partenaires, leurs prestataires n'ont absolument rien à craindre. Au contraire, ils doivent renouveler sans cesse soit la confiance, soit le partenariat. Parce que ça, l'image, c'est très, très important aux États-Unis. Et donc, et ce qui rend aussi le fait que les entreprises, au-delà donc de ce volet, de cet aspect de relations publiques-là, qui attire les entreprises à venir au Super Bowl, c'est parce que c'est un événement qui a lieu une seule fois dans l'année. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est l'événement le plus important après la Noël. Une fois que la Noël passe, ce n'est pas le nouvel an. Les Américains, on festoie, mais vraiment de manière légère. Mais la grande fête après, c'est le Super Bowl. Donc, c'est la rareté. Pourquoi ? Parce que dans tous les sports américains, la plupart des finales, que tu prennes la NBA, c'est en 6-7 matchs. Tu prends le football, c'est en 4 matchs. Le baseball, c'est en 6-7 matchs. Le football américain, c'est la seule discipline où la finale se joue en un seul match. Donc, on demande aux joueurs d'être performants ce match-là. Et donc, comme c'est un événement qui n'a lieu qu'une seule fois dans l'année, c'est cette rareté-là encore qui donne plus de la valeur à l'événement. Et donc, c'est ce qui fait en plus que en termes de financiers, les spots se vendent extrêmement cher. Et donc, comme il y a des annonceurs qui se bousculent pour être là, comme il y a un pour marché, ces entreprises-là, parce que faire d'abord le spot lui-même, le concevoir, c'est des patates. Dans le spot, il y avait Jennifer Aniston, il y avait des grands noms. Et c'est le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir, c'est-à-dire que le spot maintenant aujourd'hui, ce n'est plus seulement essayer de vendre un produit, mais ça devient beaucoup plus la publicité durant le Super Bowl. C'est également l'équivalent d'un produit de divertissement. C'est comme si pendant la mi-temps, on passait un moment au cinéma, on suivait des histoires qui étaient narrées sur 30 secondes, qui étaient racontées en 30 secondes. Donc ça aussi, c'est-à-dire que la publicité, au-delà de l'aspect purement marketing qu'il joue, c'est-à-dire inciter les gens à consommer un produit ou un service, ça devient aussi un objet, un moyen de divertissement. Donc, parce que les publicités se font entre le passage, la fin de la mi-temps et puis la préparation du concert. Et après, quand le concert finit, le temps qu'on démonte, on remet encore. Et donc, ces deux phases-là font que, en réalité, le public ne s'ennuie pas. Donc, à travers la publicité, il y a encore là une autre forme de divertissement qui leur est proposée par les organisateurs du Super Bowl. L'actualité internationale. L'actualité internationale nous amène en Ukraine, où on va essayer un peu de voir ce qui s'est passé là-bas, parce qu'il ne faut pas l'oublier que la semaine dernière, quand même, il y a eu des changements très importants, et il y a aussi des signaux encore assez inquiétants pour le futur de l'Ukraine au cours de cette guerre-là. Alors, le changement important, c'était évidemment le départ du général Valéry Zaloujny comme chef d'état-major des forces armées ukrainiennes. Il occupait le poste depuis 2 ans, c'était lui qui était là, qui avait organisé la contre-offensive du printemps, enfin de l'été, pas l'été dernier, l'été 2022, l'été qui avait permis de récupérer aux forces armées ukrainiennes de récupérer de grandes villes comme Kharkiv, Kherson, et qui avait permis de récupérer près de la moitié du territoire qui avait été conquis par les Russes à partir du 24 février 2022. Et donc là, Valéry Zaloujny, depuis un certain temps, on le sait, c'était même un secret de polichinelle, il n'était plus en odeur de sainteté avec Volodymyr Zelensky parce que les deux n'avaient pas la même analyse de la situation militaire sur le terrain. Alors, Valéry Zaloujny, lui, en fait, ce que Volodymyr Zelensky lui reproche, c'est qu'en novembre dernier, il avait fait une interview au magazine américain The Economist, et au cours de cette interview, il expliquait de son point de vue que la récupération notamment des buts de guerre tels que fixés au départ de la contre-offensive par Volodymyr Zelensky et son gouvernement, c'est-à-dire le fait de chasser les troupes russes de l'ensemble du Donbass et la récupération des territoires qui avaient été annexés par la Russie depuis 2014, c'est-à-dire tout le Donbass, la Crimée, Kharkiv et Zaporijjia. Et donc, lui, il expliquait que la récupération de tous ces territoires-là n'était pas possible. Que peut-être ils allaient récupérer une partie du Donbass, mais ce qui est sûr, c'est que la Crimée était
perdu à jamais. Il fallait oublier la Crimée parce que techniquement, militairement, c'était un objectif qui était intenable. Et donc, ça avait commencé, ça lui avait été fortement reproché par Volodymyr Zelensky. Et puis, il y a une deuxième chose qui reprochait à Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire qu'il avait un discours qui n'était pas cohérent avec la réalité sur le terrain. Volodymyr Zelensky parlait de victoire totale, c'est-à-dire que pour lui, la guerre doit s'arrêter après la victoire totale des Ukrainiens, c'est-à-dire la reconquête de l'ensemble des territoires annexés par la Russie, reconquis par la Russie, donc le Donbass, c'est comme je l'ai dit. Et donc pour lui, le fait de tenir ce discours-là, alors que sur le terrain, les forces armées ukrainiennes manquent de munitions, manquent d'obus, manquent de chars, n'ont pas une véritable aviation. Ils ont certes des missiles longue portée, mais c'est des missiles qui viennent au compte-gouttes. Il expliquait par exemple que les Ukrainiens ont besoin d'environ 2000 obus par jour. Or, lorsqu'ils tirent 2000 obus par jour, la Russie en tire 7000. Et il faut savoir que dans ce contexte-là, l'Union européenne avait promis en réalité, depuis l'année dernière, qu'au courant de cette année 2024, l'Union européenne, les entreprises européennes devaient passer en économie de guerre et pouvoir garantir à l'Ukraine la fourniture de 500 000 obus par mois. Or, il vient d'annoncer que cet objectif ne sera pas atteint parce qu'ils n'ont pas la capacité, de pouvoir encore produire une telle quantité d'obus. Alors qu'on le sait, la Russie, elle a des partenaires qui lui garantissent cette production. Déjà, elle est passée en économie de guerre depuis longtemps. En plus, elle a des partenaires, la Corée du Nord et l'Iran, qui lui garantissent aussi un accès à certaines armes. Et il y a des coûts extrêmement concurrentiels. Hein. Quand on voit le coût-bénéfice, c'est énorme pour la Russie. Donc, je l'ai dit, l'Iran et la Corée du Nord. Alors qu'en face, les soutiens européens les soutiens de l'Ukraine, que ce soit européens et américains, font face à de grosses difficultés. Les Européens estiment qu'ils ont suffisamment puisé dans leur stock d'armement et donc ils n'ont plus la capacité de pouvoir fournir autant d'armes qu'avant. Ça, c'est la deuxième chose, c'est que en dépit du fait qu'ils ont annoncé de passer en économie de guerre, même là, il y a un problème d'approvisionnement, il y a un problème de réorganisation parce qu'il faut revoir toute la chaîne de production des armes et donc ça demande du temps. Or, du temps, les Ukrainiens n'en ont pas beaucoup en face d'eux. Et donc, dans cette situation-là, les Européens déjà ont expliqué qu'ils ne seront pas en capacité de pouvoir fournir ces 500 000 obus par mois. D'un autre côté, on sait aussi que les Américains sont dans une période électorale et dans cette période-là, il y a une véritable guerre idéologique entre, d'un côté, les démocrates, en tête desquels Joe Biden, qui sont des soutiens indéfectibles à l'Ukraine et qui veulent continuer à financer la guerre, alors que de l'autre côté, on a les républicains, en tête desquels Donald Trump, qui sont totalement opposés. Les républicains bloquent aujourd'hui une enveloppe, continuent de bloquer, une enveloppe de 60 milliards de dollars demandée par Joe Biden afin d'aider militairement l'Ukraine dans son combat. Ces 60 milliards ne seront pas en cash, ils seront ces 60 milliards en armement. Or, pour l'instant, les républicains bloquent parce qu'ils estiment que l'Ukraine n'est pas une priorité. Ils veulent que plus de ressources soient allouées, notamment à la frontière nord avec le Mexique, pour lutter contre l'immigration clandestine. Joe Biden avait revu une première fois sa copie, et c'est ce qui avait permis un accord au niveau du Sénat entre démocrates et républicains. Dans cet accord, il y avait certes les 60 milliards de dollars à destination de l'Ukraine qui étaient maintenus, mais il y avait une enveloppe de 20 milliards de dollars qui était destinée pour financer contre la lutte contre l'immigration clandestine à la frontière avec le Mexique. Pour les républicains de la Chambre des représentants, ils estiment qu'un tel accord est largement insuffisant. Et donc, Mike Johnson, qui est le speaker de la Chambre des représentants, a déjà fait savoir que si cet accord arrive sur sa table, cet accord ne fera jamais l'objet d'aucun débat au niveau de la Chambre des représentants. Donc, ces 60 milliards-là sont toujours bloqués. Et pire encore, samedi dernier, lors d'un meeting en Caroline du Sud, Donald Trump a expliqué à ses partisans que s'il revenait à la Maison-Blanche, il n'allait même plus garantir la sécurité des États membres de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il allait, si tu veux, l'intervention ou la protection américaine dans le cadre de l'accord passé au sein de l'OTAN serait en fonction du degré de participation financière, de contribution financière de l'État membre de l'OTAN. Il a donc dit que les pays qui ont des dettes, qui ne payent pas leurs dettes, vis-à-vis leur contribution à l'OTAN, ne bénéficieraient pas du bouclier américain s'il lui revenait à la Maison-Blanche. Ce qui a fait brandir, ça a hérissé les cheveux de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'organisation, qui s'est fendu d'un communiqué en essayant d'expliquer que
l'OTAN est une organisation qui garantit la sécurité de tous ses membres et que rien ne pourrait justifier que cette confiance-là, ce partenariat stratégique entre les différents États membres puisse être rompu et que, en dépit de l'arrivée d'un retour de Donald Trump, entre guillemets, à la Maison-Blanche, si un des États membres était attaqué, c'est l'ensemble des pays qui réagiraient de manière solidaire et unanime. Et donc, c'était un peu pour répondre aussi dans la deuxième partie du discours de Donald Trump, qui disait même qu'il appellerait un certain chef d'État qui s'il a des visées sur certains pays de l'OTAN et que ces pays-là ne contribueraient pas à la hauteur qui devrait être la leur au financement de l'OTAN, il l'appellerait même ce chef d'État pour lui dire faites ce que vous voulez avec ces États-là. En tout cas, moi, les Américains ne vont pas les protéger. Donc c'est un peu dans cette situation-là qui fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine est dans une situation vraiment très compliquée. La contre-offensive de l'été dernier n'a pas marché. Et donc, Volodymyr Zelensky, avec lequel, et puis il faut savoir qu'on prête à Valéry Zaluzhny des prétentions des prétentions politiques. Il semblerait que lui, il voudrait être candidat à la prochaine élection présidentielle en Ukraine. Sauf que pour l'instant, on ne sait pas quand cette élection-là aura lieu. Volodymyr Zelensky a fait savoir et il a fait voter une loi dans ce sens-là par le Parlement ukrainien. C'est-à-dire que tant que la guerre avec la Russie ne s'arrête pas, on reste en état de guerre et donc il n'y aura pas de raison d'organiser de scrutin présidentiel. Donc tant que la guerre durera avec la Russie, lui, il restera en poste à la présidence de l'Ukraine. Et donc, tout ça fait que, évidemment, les choses ne semblent pas aller dans un sens de l'apaisement, surtout que la personnalité qu'il a appelée pour le remplacer, c'est-à-dire le général Oleksandr Syrsky, qui était l'ancien chef des forces armées terrestres de l'Ukraine, lui, c'est quelqu'un aussi qui a à peu près la même vision que Volodymyr Zelensky. On l'appelle le sauveur de Kiev. Enfin, en réalité, c'est parce que c'est lui qui avait organisé la défense de Kiev, mais sauveur en tant que tel, je ne pense pas. On lui attribue aussi la victoire sur Kherson, mais il faut aussi relativiser dans cette victoire de Kherson. Il ne faut pas l'oublier, c'était 30 000 soldats russes qui avaient décidé de se replier, de ne pas affronter les troupes ukrainiennes lors de la première contre-offensive, qui a été un succès militaire pour les Ukrainiens parce qu'ils avaient reconquis une grande partie du territoire qui avait préalablement été pris par les Russes. Et donc les 30 000 soldats russes qui avaient traversé la rivière Dniepr avaient été mis à l'abri des attaques, de l'invasion, si tu veux, de la ruée des forces armées ukrainiennes. Et donc, ça avait relativisé, si tu veux, le succès militaire. Certes, sur le terrain, ils avaient reconquis du terrain, mais depuis lors, les troupes militaires ukrainiennes qui sont à Kherson subissent les assauts de l'artillerie russe. Donc, c'est dans ce contexte-là que Volodymyr Zelensky estime que comme la contre-offensive a été un échec et comme il ne veut pas changer de rhétorique guerrière, il ne veut toujours pas négocier. Il semblerait qu'à la fin de la contre-offensive, il aurait envisagé de négocier avec les Russes, sauf que malheureusement les Américains l'ont rappelé à l'ordre et lui ont dit il est hors de question qu'ils négocient et donc les Américains allaient continuer avec leurs alliés à essayer de soutenir l'Ukraine. Seulement, le soutien, il tarde à venir. Et donc, si tu veux, même si cela tarde à venir, les Européens expliquent qu'ils ont envoyé des missiles longue portée, qu'ils ont mis à place, ils vont envoyer des avions. Les Américains ont donné leur accord pour que des F-14 et des F-16 puissent être envoyés à l'Ukraine. Mais même ça, évidemment, il faut bien voir que dans l'ensemble, cela ne va pas suffire. Donc, une fois de plus, comme on dit, Volodymyr Zelensky se dit qu'en changeant d'homme, il va impulser une nouvelle dynamique et donc c'est de nouvelles idées, une nouvelle stratégie et potentiellement une nouvelle victoire. Mais moi, je reste très dubitatif parce que derrière, s'il n'y a pas de soutien, c'est-à-dire soutien militaire en termes d'armes, de munitions et autres, vous aurez beau changer de généraux à la tête de l'état-major, ce n'est pas ce qui va vous apporter la victoire. Merci Jean-Paul avec nous pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.